Elle savait qu'elle ne devait pas courir sous la pluie, mais elle le fit quand même. La pluie parisienne tambourinait contre les vitres du métro Ligne 9 comme un métronome pressé. Céleste Lefebvre regardait l'écran de son téléphone pour la 10e fois en 2 minutes. 14h47. Son rendez-vous était à 15h précise au Café Laurent, rue de Rivoli. L'investisseur M. Beaumont n'attendrait pas. Ses doigts pianotaient nerveusement sur l'écran tactile, relisant le message de son assistante. « Homme en veste noire, table près de la fenêtre. Il vous attend. » Le métro s'arrêta enfin à Châtelet. Céleste se faufila entre les voyageurs, ses talons claquant sur le carrelage humide. À 33 ans, elle avait appris que dans le monde impitoyable de la finance, chaque minute comptait. Et aujourd'hui, ces 15 minutes de retard pouvaient coûter 6 mois de travail sur le projet Méridiane. Elle émergea de la station, le vent glacé de novembre lui fouettant le visage. Ses cheveux châtains, soigneusement coiffés ce matin, commençaient déjà à se rebeller contre l'humidité. Mais Céleste n'avait pas le temps de s'en soucier. Rue de Rivoli, rue de Rivoli. Elle tourna à droite, puis à gauche, scrutant chaque devanture. Ses yeux se posèrent enfin sur une enseigne dorée. Café Laurent. Son cœur fit un bond. Elle était arrivée. Céleste poussa la porte vitrée d'un geste décidé, secouant son manteau trempé. L'odeur de café fraîchement moulu et de viennoiserie chaude l'enveloppa immédiatement. Le brouhaha feutré des conversations se mélangeait au jazz discret qui sortait des haut-parleurs. Ses yeux balayèrent rapidement la salle. Là, près de la grande fenêtre donnant sur la rue, un homme en veste noire consultait son téléphone. Il était seul, élégant, concentré, exactement comme décrit. Sans hésiter une seconde, Céleste se dirigea vers lui d'un pas assuré, son attaché-case à la main et son sourire professionnel déjà en place. « Monsieur Beaumont ?» dit-elle en s'asseyant face à lui sans attendre d'invitation. « Je suis Céleste Lefebvre de la société Méridian Finance. Je vous prie d'excuser mon retard. Les transports parisiens, vous savez. » L'homme leva les yeux, surpris. Ses iris d'un vert profond la dévisagèrent avec curiosité. Il avait un visage fin, des traits réguliers, et cette barbe de 3 jours qui donnait du caractère sans paraître négligée. « commença-t-il, mais Céleste était déjà lancée. « J'imagine que vous avez eu le temps de consulter notre dossier préliminaire. Notre proposition pour le quartier de Belleville représente un investissement de 12 millions d'euros, avec un retour estimé à 18% sur 3 ans. Les études de marché montrent, elle sortait déjà ses documents de son attaché-case, déployant graphiques et projections avec l'aisance d'une professionnelle aguerrie. L'homme la regardait faire, fasciné, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. « Mademoiselle, Céleste !» l'interrompit-elle en continuant de pointer des chiffres sur ses tableaux. « Voyez ici la courbe de croissance démographique du 20e arrondissement. Et là, l'évolution des prix de l'immobilier ces 5 dernières années. C'est le moment parfait pour investir dans ce secteur. » Gabriel Fontaine, car c'était bien lui, posa délicatement sa main sur les documents pour attirer son attention. « Céleste, » dit-il d'une voix douce mais ferme. « Je pense qu'il y a une petite confusion. » Elle le regarda enfin vraiment, cessant son monologue commercial. Il y avait quelque chose dans ses yeux, une gentillesse mêlée d'amusement, qui la troubla soudainement. « Comment ça, une confusion ? Je ne suis pas Monsieur Beaumont. » Le monde de Céleste s'arrêta net. Elle cligna plusieurs fois des yeux, comme si cela allait changer la réalité. Son regard fit le tour du café, cherchant désespérément un autre homme en veste noire. « Mais vous portez une veste noire. »« C'est vrai, sourit Gabriel, comme probablement la moitié des hommes de Paris en cette saison. » Céleste sentit le rouge lui monter aux joues. Elle rassembla précipitamment ses documents, mais dans sa hâte, plusieurs feuilles S s'éparpillèrent sur le sol. Gabriel se pencha immédiatement pour l'aider à les ramasser. « Je suis désolé, balbutia-t-elle. J'y étais en retard. J'ai vu la veste noire. J'ai pensé, mon Dieu, qu'est-ce que je vais dire à ma patronne ?» Leurs mains se frôlèrent quand il lui rendit les derniers papiers. Un petit frisson électrique parcourut Céleste, qu'elle tenta d'ignorer. « Respirez, » dit Gabriel avec douceur. « Ce n'est pas si grave. D'ailleurs, j'attendais moi aussi quelqu'un qui n'est pas venu. »« Hein ?» ?»« Un rendez-vous arrangé par des amis. Elle devait porter un foulard rouge. Mais j'ai l'impression qu'elle aussi s'est trompée d'endroit, ou qu'elle a changé d'avis. » Ils se regardèrent un instant en silence. Autour d'eux, la vie du café continuait. Le percolateur sifflait, les cuillères tintaient contre les tasses, les conversations se mêlaient. Mais dans cette petite bulle, il n'y avait que leurs 2 regards qui se découvraient. « Gabriel Fontaine, dit-il en tendant la main. « Céleste Lefebvre, répondit-elle en la serrant.
et apparemment spécialiste des quiproquos. Il éclata de rire, un rire franc et chaleureux qui détendit immédiatement l'atmosphère. « Vous savez quoi, dit-il, puisque nous sommes tous les deux plantés par nos rendez-vous respectifs, que diriez-vous de prendre un vrai café, pas pour parler business ou mariage arrangé, juste pour ne pas gâcher cette belle confusion ?» Céleste regarda son téléphone. 3 appels manqués de sa patronne. Son estomac se noua. Demain, elle devrait affronter la colère de Madame Dubois, expliquer pourquoi l'investisseur avait disparu, peut-être même voir sa carrière compromise. Mais quelque chose dans le sourire de Gabriel, dans cette invitation simple et sans arrière-pensée, la retenait. « D'accord, dit-elle en rangeant son téléphone, un café, un vrai. » Et Céleste ne savait pas encore que cette décision, prise dans un moment de pure impulsion, allait changer le cours de sa vie pour toujours. Parfois, les meilleures conversations commencent quand on arrête de jouer un rôle. Le café fumant réchauffait les mains de Céleste, tandis qu'elle observait Gabriel discrètement par-dessus sa tasse. Il avait commandé un expresso serré, elle, un cappuccino avec une pointe de cannelle. 2 choix qui en disaient déjà long sur leur personnalité. « Alors, dit Gabriel en remuant lentement son café, spécialiste des quiproquos et financière, j'imagine. Analyste en investissements immobiliers, précisa Céleste en reposant sa tasse. Et vous, à part attendre des inconnus au foulard rouge dans les cafés parisiens? Il sourit, ce même sourire qui avait déjà fait vaciller quelque chose en elle 1 heure plus tôt. Architecte, je dessine des bâtiments, vous investissez dedans. On pourrait dire qu'on travaille dans le même secteur. C'est vrai, mais de quel côté? Comment ça? Céleste pencha légèrement la tête, ses yeux noisettes brillants d'une curiosité nouvelle. Est-ce que vous dessinez des logements sociaux dans des quartiers oubliés ou des tours de bureaux qui font de l'ombre aux petits commerces? Gabriel marqua une pause, surpris par la pertinence de la question. Autour d'eux, le café Laurent continuait sa mélodie quotidienne. Le serveur Maurice essuyait méticuleusement ses verres, Madame Petit lisait le Figaro en trempant son croissant, et un couple de touristes tentait de déchiffrer le menu écrit à la craie. « Les 2, répondit-il honnêtement. Mais j'avoue préférer les premiers. Il y a quelque chose de gratifiant à créer des espaces où les gens vont vraiment vivre, pas seulement passer leur journée. » Céleste hocha la tête, comme si cette réponse confirmait quelque chose qu'elle soupçonnait déjà. « Et le rendez-vous raté de ce matin, insista-t-elle. Était prévu depuis longtemps? Mes amis Lucie et Mathieu s'inquiètent pour ma vie sentimentale depuis mon divorce l'année dernière. Ils ont organisé ça sans me demander mon avis. Enfin, presque. » Le mot « divorce » flotta un instant entre eux. Céleste sentit quelque chose se nouer dans son ventre, une curiosité mêlée d'appréhension. « Et vous? Pas de Monsieur Lefebvre qui vous attend à la maison? » Non, pas de Monsieur Lefebvre, pas de Monsieur tout court, d'ailleurs. Trop occupé à construire ma carrière pour construire autre chose. Elle avait dit cela avec une pointe d'amertume qu'elle n'avait pas l'intention de laisser transparaître. Gabriel le remarqua. « Ça sonne comme si vous vous en vouliez. » « Pas du tout. J'ai fait des choix réfléchis. Mais rien, répliqua-t-elle un peu trop vite. Gabriel n'insista pas. Il avait appris, au fil de ses 35 ans et d'un mariage qui s'était effrité lentement, que certaines vérités avaient besoin de temps pour émerger. Le téléphone de Céleste vibra sur la table. Elle, écran affichait « Dubois, bureau ». Son estomac se contracta immédiatement. « Excusez-moi, dit-elle en décrochant. Madame Dubois ?» La voix de sa patronne claqua dans le combiné, suffisamment forte pour que Gabriel en saisisse des bribes. Investisseur, disparition, explication, demain matin. Oui, bien sûr, je comprends, à demain. Céleste raccrocha et soupira profondément. Gabriel la regardait avec compassion. Ça va? Disons que ma petite erreur de café va probablement me coûter très cher. Monsieur Beaumont n'a jamais été retrouvé. Et quand ma patronne découvrira que J était dans le mauvais établissement au mauvais moment, elle laissa sa phrase en suspens, passant nerveusement ses doigts dans ses cheveux. « Vous savez quoi ?» dit Gabriel, en se penchant légèrement vers elle. « Peut-être que était un signe. Un signe, quand l'univers nous force à ralentir, c'est parfois parce qu'on fonce dans la mauvaise direction. » Céleste le regarda avec un mélange d'incrédulité et d'agacement. « L'univers? Vraiment? Vous croyez aux signes du destin et aux coïncidences magiques? Je crois surtout qu'on passe tellement de temps à courir après ce qu'on pense vouloir qu'on oublie de regarder ce qui se trouve juste sous nos yeux. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une sincérité tranquille qui désarma complètement Céleste. Elle qui avait l'habitude des joutes verbales dans les salles de réunion, se retrouvait soudain sans répartie. « Et vous ?» dit-elle finalement.
Qu'est-ce qui se trouve sous vos yeux en ce moment? Gabriel la regarda intensément, comme s'il la voyait vraiment pour la première fois. Ses yeux verts parcoururent son visage, les petites rides de concentration au coin de ses yeux, la fossette qui se creusait quand elle souriait, la façon dont elle mordillait légèrement sa lèvre inférieure quand elle réfléchissait. Une femme brillante qui a oublié que l'imprévu peut être plus beau que tous les plans du monde. Le cœur de Céleste fit un bond qu'elle tenta de réprimer. Autour d'eux, le café se vidait lentement. Les employés de bureau retournaient à leurs écrans. Les mères de famille rentraient chercher leurs enfants à l'école. « Je devrais y aller », dit-elle en consultant sa montre. « J'ai encore des dossiers à préparer pour demain. Il faut que je trouve une explication crédible pour Céleste. » La façon dont il avait prononcé son prénom la fit frissonner. Douce, presque caressante. « Oui, accepteriez-vous de dîner avec moi ce soir? Pas pour le business, pas pour un mariage arrangé. Juste parce que cette confusion était peut-être la plus belle chose qui me soit arrivée depuis longtemps. » Elle le fixa, le cœur battant. Toute sa vie était structurée, planifiée, contrôlée. Et voilà qu'un inconnu rencontré par erreur lui proposait de tout chambouler. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Les meilleures choses de la vie sont rarement de bonnes idées, » sourit Gabriel. Et quelque part, dans un coin de son cœur qu'elle croyait fermé à double tour, Céleste sentit qu'il avait peut-être raison. Parfois, dire « oui » change plus que dire « non ». Céleste se tenait devant son armoire depuis 20 minutes, une serviette enroulée autour du corps, les cheveux encore humides de la douche. Sur son lit, elle s'étalait ses 3 tenues différentes. La robe noire classique qu'elle portait pour les dîners d'affaires, un jean et un pull en cachemire pour un look décontracté, et cette robe bordeaux qu'elle n'avait jamais osé mettre. « Qu'est-ce que je fais ?» se demandait-elle en fixant son reflet dans le miroir. « Je ne connais même pas cet homme. » Pourtant, quelque chose chez Gabriel l'avait poussée à accepter. Peut-être sa façon de la regarder sans la juger, ou cette sincérité qui contrastait avec l'univers de façade dans lequel elle évoluait quotidiennement. Elle opta finalement pour le jean et le pull, élégant, sans être apprêté, naturel. Son téléphone sonna. Gabriel. « Bonsoir, Céleste. J'espère que vous n'avez pas changé d'avis ?»« Non, » dit-elle, surprise de la fermeté de sa propre voix. « Où nous retrouvons-nous? Connaissez-vous le comptoir du 7e? Rue du Bac, près du métro. C'est un petit bistrot de quartier, rien d'extraordinaire. Mais la nourriture y est délicieuse et l'ambiance chaleureuse. Pas le genre d'endroit où on parle business. » Céleste sourit malgré elle. Après des années de restaurants étoilés où chaque dîner était une négociation déguisée, l'idée d'un vrai bistrot parisien la séduisait. Parfait. Dans 1 heure? Parfait. Elle raccrocha et termina de se préparer, appliquant un léger trait d'eyeliner et un gloss discret. Dans le miroir de l'entrée, elle ne reconnaissait pas tout à fait la femme qui la regardait. Quelque chose avait changé dans ses yeux. Une lueur qu'elle n'y avait pas vue depuis longtemps. Le trajet en métro lui parut plus court que d'habitude. Ligne 12 jusqu'à Solferino, puis quelques minutes de marche dans les rues éclairées du 7e arrondissement. Le comptoir du 7e était exactement ce qu'elle avait imaginé. Une façade modeste, des vitres embuées par la chaleur, et cette lumière dorée qui filtrait à travers les rideaux Vichy. Gabriel l'attendait au comptoir, un verre de vin rouge à la main. Il portait un jean sombre et une chemise blanche simplement retroussée aux manches. Quand il la vit entrer, son visage s'illumina d'un sourire qui fit battre le cœur de Céleste plus vite qu'elle ne l'aurait voulu. « Vous êtes magnifique », dit-il en se levant pour l'embrasser sur les joues. « Merci, cet endroit est charmant. » Hervé, le patron, un homme dans la cinquantaine au tablier taché et aux yeux rieurs, les installa à une table près de la fenêtre. L'ardoise du jour proposait un pot-au-feu maison et des escargots de Bourgogne. « Alors, » dit Gabriel en levant son verre, « au quiproquo heureux, au quiproquo heureux », répéta Céleste en trinquant. Le vin était parfait, pas trop tannique, avec cette rondeur qui réchauffait la gorge. Céleste, qui avait l'habitude de calculer chaque gorgée lors des dîners professionnels, se surprit à en apprécier vraiment le goût. « Racontez-moi, » dit-elle, « comment devient-on architecte? Vous avez toujours voulu dessiner des bâtiments ?» Gabriel sourit, reposant son verre. « En fait, enfant, je voulais être boulanger. J'adorais l'odeur du pain chaud, l'idée de nourrir les gens tous les matins. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? Mes parents. Pour eux, l'architecture était plus respectable, plus rentable aussi. Mais au fond, je pense que je fais la même chose. Je crée des espaces où les gens se sentent bien, où ils peuvent vivre leur vie. » Céleste hocha la tête, touchée par sa sincérité. « Et vous, vous avez toujours rêvé de chiffres et de projections? »
Oh non, rit-elle. Petite, je voulais être institutrice. J'adorais expliquer les choses, voir le moment où tout devenait clair dans le regard des autres. Qu'est-ce qui vous a éloigné de ça? La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé pourquoi elle avait abandonné ce rêve. La réalité, je suppose. Les salaires, les perspectives de carrière, et puis, j'y étais doué avec les chiffres. Mes parents étaient fiers quand j'ai intégré HEC, fiers de leur fille qui réussissait. Mais vous étiez fier. Gabrielle avait posé la question avec tant de douceur que Céleste sentit quelque chose se serrer dans sa poitrine. Elle but une gorgée de vin pour se donner une contenance. Je n'ai jamais vraiment réfléchi à ça. Peut-être que c'est le moment de commencer. Hervé apporta leur plat. Le pot-au-feu embaumait, les légumes fondants accompagnant parfaitement la viande. Ils mangèrent en silence pendant quelques minutes, savourant cette simplicité qui contrastait avec l'agitation de leur journée. « Gabrielle, dit finalement Céleste, qu'est-ce qui s'est passé dans votre mariage ?» Il marqua une pause, comme s'il pesait ce qu'il allait révéler. « Nous avons grandi ensemble, Émilie et moi. Enfants du même quartier, mêmes écoles, mêmes amis. Tout le monde trouvait logique qu'on finisse ensemble, y compris nous. Mais on s'est mariés par habitude plus que par amour. Et quand on a réalisé qu'on était devenus des étrangers qui partagèrent le même lit, il était trop tard. On s'est séparés à l'amiable il y a 1 an. Pas d'enfant? Non. Elle voulait attendre d'être plus stable financièrement. Moi, j'espérais secrètement que des enfants combleraient le vide entre nous. Heureusement qu'on n'a pas fait cette erreur. Céleste se reconnaissait dans cette quête de stabilité, dans cette façon de repousser la vie au nom de la sécurité. Et maintenant, qu'est-ce que vous cherchez? Gabrielle la regarda intensément, ses yeux verts reflétant la lumière tamisée du restaurant. Quelque chose de vrai, quelqu'un avec qui je n'ai pas besoin de jouer un rôle, quelqu'un qui me surprenne. Le cœur de Céleste s'emballa. Elle avait l'impression qu'il parlait d'elle, de ce qu'ils étaient en train de vivre. Et vous, Céleste? Qu'est-ce que vous cherchez vraiment? La question flotta entre eux tandis qu'Hervé débarrassait leurs assiettes. Dehors, Paris continuait sa valse nocturne. Les passants se hâtaient sous les réverbères, les cafés se vidaient lentement. Pour la première fois depuis des années, Céleste n'avait pas de réponse toute prête. Et c'était peut-être ça, le plus troublant. Parfois, la vérité nous rattrape au moment où on s'y attend le moins. Le réveil de Céleste sonna à 6h30, comme tous les matins depuis 8 ans. Mais ce matin-là, quelque chose était différent. Elle se réveilla avec le sourire aux lèvres, se remémorant la soirée de la veille. Gabrielle l'avait raccompagnée jusqu'à sa station de métro, et ils avaient échangé leur numéro avec la promesse de se revoir bientôt. En préparant son café dans sa cuisine immaculée du 15e arrondissement, elle repensait à leur conversation, à la façon dont il allait écouter vraiment, sans regarder son téléphone, sans préparer mentalement sa réplique suivante. Quand avait-elle vécu ça pour la dernière fois? Son téléphone vibra. Un message de Gabrielle. « Merci pour cette soirée magnifique. Bonne chance pour votre réunion ce matin. Gabrielle. » Céleste sourit en tapant sa réponse. « Merci. À très bientôt. » Elle enfila son tailleur gris anthracite, celui qu'elle réservait aux occasions importantes, et prit le métro ligne 8 jusqu'à Opéra. Les bureaux de Meridian Finance occupaient 2 étages d'un immeuble haussmannien, avec vue sur les grands boulevards. Céleste adorait cette vue, surtout le matin quand la lumière dorée se reflétait sur les façades de pierre. Mais ce matin, en poussant les portes vitrées de l'entreprise, elle sentit une tension inhabituelle. Sylvie, l'assistante de direction, évita son regard. Jérôme, son collègue de toujours, lui adressa un sourire crispé. « Céleste », dit une voix froide derrière elle, Madame Dubois. Elisabeth Dubois, 55 ans, directrice associée et terreur des analystes juniors. Elle portait son habituel chemisier blanc impeccable et son regard d'acier qui pouvait faire trembler les investisseurs les plus aguerris. « Madame Dubois, bonjour. Mon bureau. Maintenant. » Le ton ne souffrait aucune discussion. Céleste suivit sa patronne dans le couloir feutré qui menait au bureau directoriel. Les murs étaient ornés de diplômes prestigieux et de photos avec des personnalités du monde financier. Elisabeth Dubois avait bâti sa carrière à la force du poignet dans un milieu d'hommes, et elle n'avait aucune indulgence pour celles qui, selon elle, gâchaient leurs opportunités. « Asseyez-vous », dit sèchement Madame Dubois en refermant la porte. Elle contourna son imposant bureau d'acajou et prit place dans son fauteuil de cuir noir, croisant les mains devant elle. « Expliquez-moi ce qui s'est passé hier, Céleste. Je vous ai dit au téléphone. Monsieur Beaumont N. était pas au rendez-vous. J'ai attendu, j'ai cherché,
Vous avez cherché » l'interrompit sa patronne. « Parce que figurez-vous que j'ai eu Monsieur Beaumont au téléphone ce matin. » Le sang de Céleste se glaça dans ses veines. « Il m'a expliqué qu'il vous avait attendu au café Laurent de la rue Saint-Antoine, pas rue de Rivoli, Saint-Antoine, pendant 1 heure et demie. » Céleste sentit le sol se dérober sous ses pieds. Comment avait-elle pu se tromper d'adresse? Elle qui vérifiait toujours tout 3 fois. J'ai dû confondre. Vous avez confondu. Pendant que vous confondiez, Monsieur Beaumont a pris la décision d'investir ses 15 millions d'euros ailleurs, chez Patrimoine & Associés, pour être précise. Chaque mot était comme une gifle. Céleste voyait 6 mois de travail s'envoler, le projet Belleville partir en fumée. « Madame Dubois, je peux rattraper ça. Je vais rappeler Monsieur Beaumont, organiser un nouveau rendez-vous. Il est trop tard, Céleste, beaucoup trop tard. » Élisabeth Dubois se leva et fit quelques pas vers la fenêtre, contemplant l'agitation matinale des grands boulevards. « Vous savez ce que ça représente pour l'entreprise? Pour votre équipe? » Thomas et Marine ont travaillé nuit et jour sur ce dossier. Ils comptaient sur cette commission pour leur prime de fin d'année. Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux. Elle pensait à Thomas, père de 2 enfants, qui venait d'acheter un appartement. À Marine, qui préparait son mariage pour l'été prochain. « Je vais leur parler, expliquer. » « Non, vous n'expliquerez rien du tout. » Madame Dubois se retourna, son regard plus froid que jamais. « Vous êtes retiré du projet Meridian Park. Thomas reprendra la direction de votre équipe. »« Mais c'est mon projet. J'y travaille depuis 6 mois, oui. Et vous venez de le saboter par négligence. Une négligence qui nous coûte 15 millions d'euros et notre réputation auprès d'un investisseur majeur. » Le silence s'installa dans le bureau. On n'entendait que le tic-tac de l'horloge ancienne et le bruit sourd de la circulation. « Qu'est-ce que ça veut dire pour moi ?» demanda Céleste d'une voix blanche. « Cela veut dire que vous allez reprendre les dossiers juniors, évaluation de petits commerces, études de faisabilité pour des projets de 500 000 euros maximum, le temps que nous décidions si vous avez encore votre place ici. » Était une rétrogradation déguisée. Après 8 ans dans l'entreprise, Céleste se retrouvait à faire le travail d'une stagiaire. « Et bien sûr, » ajouta Madame Dubois en se rasseyant, « votre évaluation annuelle en pâtira. N'espérez ni augmentation ni promotion cette année. » Céleste hocha la tête, incapable de prononcer un mot. Elle pensait à Gabriel, à leur soirée parfaite, à cette légèreté qu'elle avait ressentie pour la première fois depuis des années. Tout cela lui semblait soudain si futile face à l'effondrement de sa carrière. « Vous pouvez disposer » dit froidement sa patronne, en ouvrant un dossier, signifiant que l'entretien était terminé. Céleste se leva, les jambes tremblantes. En sortant du bureau, elle croisa le regard compatissant de Sylvie, mais détourna les yeux. Elle n'avait pas envie de pitié. De retour à son poste, elle découvrit que ses affaires personnelles avaient déjà été déménagées vers un bureau plus petit, sans fenêtre, au fond de l'open space. Thomas l'attendait, visiblement mal à l'aise. « Céleste, je suis désolé. Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Ce n'est pas ta faute, Thomas. Tu mérites ce poste. » Elle s'installa à son nouveau bureau, alluma son ordinateur et regarda la pile de dossiers qui l'attendaient. Des projets minuscules, sans enjeu, sans perspective. Son téléphone vibra. Un nouveau message de Gabriel. « J'espère que votre réunion s'est bien passée. Je pensais à vous. » Céleste regarda l'écran un long moment, puis éteignit son téléphone sans répondre. Comment lui expliquer que sa vie venait de s'écrouler à cause d'un café au mauvais endroit? Il y a des silences qui parlent plus fort que tous les mots. 3 jours s'étaient écoulés depuis la catastrophe, 3 jours pendant lesquels Céleste avait évité de répondre aux messages de Gabriel, prétextant un surcroît de travail. En réalité, elle passait ses soirées recroquevillée sur son canapé, à regarder défiler les notifications de son téléphone sans oser les ouvrir. Ce jeudi soir, assise dans le RER B qui la ramenait chez elle, elle observait son reflet dans la vitre sombre. Ses cheveux étaient moins soignés, ses yeux cernés. Le tailleur qu'elle portait lui semblait soudain trop grand, comme si elle avait rétréci avec sa confiance en elle. Son téléphone vibra encore. Gabriel, encore. Céleste, j'espère que tout va bien. Cela fait 3 jours que vous ne répondez pas. Ai-je dit quelque chose qui vous a blessé? Elle ferma les yeux. Comment lui expliquer qu'elle n'était plus la femme brillante qu'il avait rencontrée? Qu'elle était maintenant assignée à évaluer des épiceries de banlieue et des petites boulangeries? Qu'elle était devenue la risée de son bureau? En arrivant chez elle, Céleste découvrit une enveloppe glissée sous sa porte, une écriture qu'elle ne reconnaissait pas. À l'intérieur, une carte simple avec juste quelques mots tracés à l'encre bleue, « Gabriel, 31 décembre 2017. » Céleste ouvrit l'enveloppe. « Gabriel, 31 décembre 2017. » Une carte simple avec juste quelques mots tracés à l'encre bleue, « Gabriel, 31 décembre 2017. »
J'ai pensé que vous aimeriez peut-être voir l'exposition de Van Gogh au musée d'Orsay. J'ai 2 billets pour samedi après-midi. Sans pression, Gabriel. 2 billets étaient joints à la carte. Céleste s'effondra sur sa chaise de cuisine. Il avait pris la peine de venir jusqu'à chez elle, de monter 4 étages sans ascenseur, juste pour lui laisser cette invitation délicate. Et elle l'ignorait comme une adolescente capricieuse. Elle prit son téléphone et commença à taper plusieurs messages qu'elle effaçait aussitôt. « Merci, mais je ne peux pas effacer. Je suis désolé. C'est compliqué en ce moment. Effacer aussi. » Finalement, elle posa le téléphone sans rien envoyer. Le lendemain matin au bureau, l'ambiance était particulièrement pesante. Thomas dirigeait maintenant, l'équipe du projet Meridian Park. Enfin, ce qu'il en restait. Marine évitait son regard depuis 3 jours. Jérôme, son ancien binôme, la saluait poliment mais froidement. Céleste était en train d'analyser le dossier d'une petite librairie de Montreuil quand Madame Dubois apparut devant son nouveau bureau. « Céleste, dans mon bureau dans 5 minutes. » Le cœur de Céleste se serra. Une seconde convocation en 4 jours, ce n'était jamais bon signe. Cette fois, Madame Dubois n'était pas seule. Monsieur Valéry, le directeur des ressources humaines, était assis dans un fauteuil, un dossier ouvert devant lui. « Asseyez-vous, Céleste. » La voix de sa patronne était moins tranchante que l'autre fois, mais plus grave, plus définitive. « Nous avons reçu des nouvelles du groupe Patrimoine & Associés ce matin, » commença-t-elle. « Il semblerait qu'ils aient également raté Monsieur Beaumont. » Céleste leva les yeux, surprise. « En fait, poursuivit Madame Dubois, Monsieur Beaumont s'est volatilisé. Numéro de téléphone inexistant. Adresse bidon. Il semblerait que nous ayons été victimes d'une escroquerie. » Une escroquerie. Quelqu'un qui se faisait passer pour un investisseur, probablement pour obtenir des informations sur nos projets. La police financière a ouvert une enquête. Céleste sentit un mélange de soulagement et d'amertume l'envahir. Elle n'était donc pas responsable de la perte des 15 millions. Mais le mal était fait. « Cela change-t-il quelque chose pour moi ?» demanda-t-elle. Monsieur Valéry prit la parole pour la première fois. « Légalement, non. Vous avez commis une faute en vous trompant d'adresse. Le fait que l'investisseur soit un escroc n'excuse pas votre négligence. Cependant, ajouta Madame Dubois, cela nous amène à reconsidérer votre situation. Nous avons décidé de vous proposer un arrangement. » Céleste retint son souffle. L'agence de New York cherche un analyste senior pour s'occuper du marché européen. Un poste de 3 ans, avec un salaire correct et des perspectives d'évolution intéressantes. New York, à des milliers de kilomètres de Paris, de sa vie de Gabriel. C'est une chance de repartir sur de nouvelles bases, continua Monsieur Valéry. Loin de tout ça. Et si je refuse, alors vous resterez ici, avec les dossiers juniors. Mais je doute que vous y trouviez beaucoup d'épanouissement professionnel. Céleste comprit. C était un exil doré, une façon élégante de se débarrasser d'elle sans la licencier. J'ai combien de temps pour réfléchir? Jusqu'à lundi. Le poste commence le 1er décembre. En sortant du bureau, Céleste croisa Thomas dans le couloir. « Ça va ?» demanda-t-il, inquiet. « Il m'offre New York. C'est fantastique. Tu te rends compte de la chance que... » « Thomas, l'interrompit-elle, tu as déjà eu l'impression que ta vie entière s'écroulait d'un coup ?» Il la regarda, déconcerté par la tristesse dans sa voix. « Qu'est-ce qui se passe vraiment, Céleste ?» Elle secoua la tête sans répondre et retourna à son bureau. Sur son écran, un nouveau message de Gabriel. « Je serai à 14h devant l'entrée du musée, au cas où vous changeriez d'avis. J'espère que tout va bien. » Céleste regarda l'horloge. 13h30. Elle pourrait encore y aller, lui expliquer, s'excuser. Ou bien elle pourrait laisser filer cette chance de bonheur comme elle laissait filer sa carrière, sa vie, tout ce qui comptait. Pour la première fois depuis des années, Céleste ne savait plus qui elle était, ni ce qu'elle voulait vraiment. Parfois, une décision prise à la dernière seconde change le cours d'une vie entière. 14h15. Céleste courait dans les rues du 7e arrondissement, ses talons claquant sur le pavé humide. Elle avait quitté le bureau en trombe, inventant un rendez-vous médical urgent. Son cœur battait si fort qu'elle avait peur qu'il explose. Et s'il n'était plus là? Et s'il avait renoncé? Elle tourna le coin de la rue de Lille et aperçut la façade majestueuse du musée d'Orsay. Devant l'entrée principale, une silhouette familière faisait les 100 pas, les mains dans les poches, regardant sa montre. Gabriel, il était là. Il l'avait attendu. Céleste s'arrêta net, à bout de souffle, et l'observa un instant. Il portait ce même jean sombre et une veste en cuir marron qui lui donnait un air à la fois élégant et décontracté. Ses cheveux châtains étaient légèrement ébouriffés par le vent, et elle pouvait voir, même à distance,
cette petite ride de concentration entre ses sourcils. Comme s'il avait senti sa présence, Gabriel leva les yeux et la vit. Son visage s'illumina d'un sourire si radieux que Céleste sentit ses jambes flageoler. « Vous êtes venu, dit-il en s'approchant d'elle. « Je suis en retard. Encore. Vous êtes là. C'est tout ce qui compte. » Il y avait quelque chose dans sa voix, un soulagement mêlé de joie qui serra le cœur de Céleste. Combien de temps avait-il attendu? Combien de fois avait-il regardé l'heure en se demandant si elle viendrait? « Gabriel, je dois vous expliquer plus tard, dit-il doucement en lui tendant le bras. D'abord, laissez-vous porter par la beauté. Ils entrèrent dans le musée et Céleste fut immédiatement frappée par l'atmosphère feutrée du lieu. La lumière dorée filtrait à travers la grande verrière, illuminant les sculptures de marbre blanc disposées dans la nef centrale. Les tournesols de Van Gogh les attendaient au premier étage. Mais ce qui troubla Céleste, ce N n'était pas seulement l'art. C'était la façon dont Gabriel la regardait regarder les œuvres, comme s'il découvrait quelque chose de nouveau en elle à chaque tableau. Devant la nuit étoilée sur le Rhône, ils restèrent silencieux pendant de longues minutes. « À quoi pensez-vous » murmura Gabriel. « À la solitude » répondit Céleste sans réfléchir. « Regardez ces reflets sur l'eau. Même entouré de toute cette beauté, Van Gogh était seul. » Gabriel la regarda avec intensité. « Vous vous sentez seule, Céleste ?» La question la prit au dépourvu. Personne ne lui avait jamais demandé ça. Pas de cette façon. Pas avec cette sincérité qui donnait l'impression qu'il était prêt à porter sa réponse, quelle qu'elle soit. « Tout le temps », avoua-t-elle dans un souffle. « Même au bureau, entourée de collègues, même dans ma famille, j'ai l'impression d'être toujours à côté. À côté de quoi? De la vraie vie, de ce que je suis vraiment censé vivre. » Gabriel hocha lentement la tête, comme s'il comprenait parfaitement. « Moi aussi, j'ai ressenti ça, pendant des années, jusqu'à lundi dernier. » « Qu'est-ce qui s'est passé lundi dernier ?» Il se tourna vers elle, ses yeux verts plongeant dans les siens. « J'ai rencontré une femme dans un café, une femme qui était perdue, qui cherchait quelqu'un d'autre, mais qui m'a trouvé moi. Et pour la première fois depuis des années, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. » Le cœur de Céleste s'emballa. Autour d'eux, les autres visiteurs continuaient leur parcours, mais elle avait l'impression qu'ils étaient seuls au monde. Ils passèrent l'après-midi à déambuler dans les allées du musée, mais leur vraie découverte N n'était pas dans les œuvres exposées. C était dans leur silence partagé, dans la façon dont leurs pas s'accordaient naturellement, dans ces petits rires complices quand leurs regards se croisaient. Devant l'autoportrait de Van Gogh, Gabriel prit soudain la parole. « Céleste, ces 3 jours, pourquoi n'avez-vous pas répondu à mes messages ?» Elle baissa les yeux, honteuse. « Parce que ma vie s'est écroulée, parce que je ne suis plus la femme que vous avez rencontrée l'autre soir. Racontez-moi. » Et elle raconta tout, l'erreur d'adresse, l'humiliation, la rétrogradation, la proposition de New York. Gabriel, elle, écouta sans l'interrompre, sans la juger, sa main posée naturellement dans le creux de son dos pour la soutenir. « Et maintenant » demanda-t-il quand elle eut terminé. « Maintenant, je ne sais plus qui je suis. J'ai l'impression d'avoir construit ma vie entière sur du sable. Peut-être que c'est le moment de construire sur du roc. Et comment on fait ça ?» Gabriel s'arrêta de marcher et lui fit face. Ils étaient devant une grande fenêtre qui donnait sur la Seine. Le soleil de fin d'après-midi nimblait ses cheveux d'une lumière dorée. On commence par être honnête, avec soi-même, avec les autres. On arrête de jouer des rôles et on ose être vraiment soi. Et si la vraie moi ne plaît à personne, alors ces personnes ne méritent pas de vous connaître. Il prit ses mains dans les siennes. Ses paumes étaient chaudes, rassurantes, célestes. Depuis lundi, je me réveille en pensant à vous. Je m'endors en repensant à notre conversation. Vous m'avez redonné l'envie de croire aux rencontres impossibles. Gabriel, non, laissez-moi finir. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas si vous partirez à New York ou si vous resterez. Mais je sais une chose. Ces quelques jours avec vous m'ont fait me sentir plus vivant que toutes ces années de vie organisée. Les larmes montèrent aux yeux de Céleste. Des larmes de soulagement, de reconnaissance, d'émotion pure. « Moi aussi, murmura-t-elle. Moi aussi, je pense à vous tout le temps. Et ça me fait peur. Pourquoi ? Parce que j'ai l'impression que si je me laisse aller à vous aimer, je ne pourrai plus jamais revenir en arrière. » Gabriel sourit, ce sourire tendre qui la faisait fondre. Et ce serait si terrible. Pour toute réponse, Céleste se hissa sur la pointe des pieds et l'embrassa. Un baiser doux d'abord, hésitant, puis de plus en plus intense. Gabriel l'enlaça, la serrant contre lui comme s'il avait peur qu'elle disparaisse. Quand ils se séparèrent,
Tous deux avaient les joues rouges et le souffle court. « Dîner avec moi ce soir », murmura Gabriel contre ses lèvres. « Pas dans un restaurant chic, chez moi. Je vous cuisinerai quelque chose. »« D'accord », répondit Céleste sans hésiter. Et pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression d'être exactement là où elle devait être. Il existe des soirées qui changent deux vies à jamais. L'appartement de Gabriel se trouvait au 5e étage d'un immeuble de Montmartre, rue Le Pic. Céleste gravit les marches étroites, son cœur battant de plus en plus fort à mesure qu'elle approchait. Elle portait une robe simple en laine noire et avait apporté une bouteille de vin rouge, comme on fait quand on ne sait pas encore si on va chez un ami ou chez l'homme de sa vie. Gabriel ouvrit la porte avant même qu'elle ne frappe, comme s'il l'attendait derrière. Il avait troqué sa veste en cuir contre un pull gris anthracite qui mettait en valeur ses yeux verts. « Bonsoir », dit-il avec ce sourire qui la faisait fondre. « Bonsoir, j'espère que vous aimez les Côtes-du-Rhône. »« J'adore. Entrez. » L'appartement était exactement comme elle l'avait imaginé. Chaleureux, authentique, sans prétention. Les murs de briques apparentes étaient ornés de croquis d'architecture et de quelques photos en noir et blanc. Un canapé en cuir patiné faisait face à une petite cheminée où crépitait un feu de bois. La cuisine ouverte embaumait l'ail et le thym. « C'est magnifique », murmura Céleste en observant les dessins au mur. « Mes projets, mes rêves aussi, parfois. » Elle s'approcha d'un croquis, représentant une école maternelle aux lignes douces et épurées. « C'est pour Belleville », expliqua Gabriel. « Un projet que je porte depuis 2 ans. Une école qui ne ressemblerait pas à une prison, avec de grandes fenêtres et des espaces où les enfants pourraient vraiment s'épanouir. Elle sera construite ?» Gabriel marqua une hésitation, détournant légèrement le regard. « J'espère, mais les projets comme ça, ils mettent du temps à se concrétiser. » Il y avait quelque chose dans sa voix, une mélancolie qu'elle n'arrivait pas à identifier. Mais avant qu'elle puisse l'interroger, il lui prit doucement la main. « Venez, j'ai préparé quelque chose de simple. J'espère que vous aimez les risottos. » La table était dressée avec soin. 2 couverts, des bougies et ce petit bouquet de frisia blanc qui parfumait délicatement l'air. Gabriel servit le vin pendant qu'elle s'asseyait et Céleste fut frappée par l'élégance naturelle de ses gestes. « À quoi trinquons-nous » demanda-t-elle en levant son verre. « Aux quiproquos heureux et aux femmes courageuses qui osent venir dîner chez des inconnus. Je ne vous considère plus comme un inconnu. »« Ah non ? Et comment me considérez-vous » Céleste but une gorgée de vin pour se donner une contenance. La question était directe, désarmante. Comme quelqu'un qui me fait peur. Peur ? Peur de moi-même, de ce que je ressens quand je vous regarde. Gabriel posa son verre et la fixa intensément. Et qu'est-ce que vous ressentez ? Que tout ce que j'ai construit avant vous était incomplet. Comme si j'avais vécu ma vie en noir et blanc et que vous veniez d'allumer la couleur. Les mots étaient des sorties d'eux-mêmes, plus sincères qu'elle n'avait l'intention de l'être. Gabriel tendit la main à travers la table et caressa doucement sa joue. « Céleste, vous rendez-vous compte de ce que vous me faites ? Dites-le-moi. Vous me donnez envie de tout recommencer, de construire quelque chose de vrai, avec quelqu'un qui me comprend vraiment. » Le risotto était délicieux, crémeux à souhait, mais ni l'un ni l'autre ne prêtaient vraiment attention à la nourriture. Ils se regardaient, se découvraient, partageaient leurs histoires avec cette urgence de ceux qui savent qu'ils ont trouvé quelque chose de rare. « Parlez-moi de votre enfance », dit Gabriel en resservant du vin. « Bourgeoise, stricte, prévisible. Mon père était banquier. Ma mère organisait des dîners de charité. J était la fille parfaite qui avait de bonnes notes et ne faisait jamais de vagues. Et maintenant ? Maintenant, j'ai 33 ans et je découvre que la fille parfaite n'existe pas, qu'elle n'a jamais existé. Tant mieux. Les gens parfaits sont ennuyeux. » Céleste rit, un rire libre qu'elle ne se connaissait pas. « Et vous, votre enfance ? Chaotique et heureuse. Mes parents étaient artisans. On habitait au-dessus de leur atelier de menuiserie à Toulouse. J'ai grandi dans l'odeur du bois et le bruit des outils. Ma mère chantait en travaillant. Mon père m'apprenait à dessiner sur les chutes de planches. Ils vivent encore ? » L'ombre passa sur le visage de Gabriel. Papa est mort d'un cancer il y a 3 ans. Maman a vendu l'atelier et vit maintenant dans une petite maison près de la mer. Elle dit qu'elle a besoin de l'horizon pour respirer. Vous la voyez souvent ? Pas assez. Le travail, la vie parisienne. On s'appelle toutes les semaines, mais ce n'est pas pareil. Céleste perçut une culpabilité dans sa voix qu'elle reconnaissait. Elle aussi négligeait les relations importantes au profit de sa carrière. Après le dîner, ils s'installèrent sur le canapé face au feu qui mourait doucement. Gabriel avait mis un disque de jazz, quelque chose de doux et langoureux qui se mêlait au crépitement des braises.
Céleste, dit-il en passant son bras autour de ses épaules, qu'allez-vous faire pour New York? La question qu'elle redoutait, celle qu'elle avait réussi à éviter toute la soirée. Je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais plus. Et qu'est-ce qui vous retient ici? Elle se tourna vers lui, plongeant son regard dans le sien. Vous, le mot flotta entre eux, lourd de sens. Gabriel caressa doucement ses cheveux. Céleste, Il sembla hésiter, comme s'il luttait contre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Enfin. Il faut juste que vous sachiez que quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Même si je pars, même si vous partez. Mais il y avait quelque chose dans sa voix, une tension qu'elle ne comprenait pas, quelque chose qu'il ne lui disait pas. Elle se pelotonna contre lui, respirant son parfum mêlé à l'odeur du feu de bois. Pour la première fois depuis des semaines, elle se sentait en paix. « Gabriel? Oui, je crois que je suis en train de tomber amoureuse de vous. » Il resserra son étreinte, enfouissant son visage dans ses cheveux. « Moi aussi, Céleste, moi aussi. » Ils restèrent ainsi enlacés jusqu'à ce que le feu ne soit plus que braise rougeoyante. Dehors, Montmartre s'endormait paisiblement, et Céleste avait l'impression que le monde entier se résumait à cette chaleur partagée, à ces battements de cœur qui s'accordaient. Elle ne savait pas encore que Gabriel portait un secret qui allait bientôt tout changer. Il y a des vérités qui détruisent tout sur leur passage. Céleste se réveilla dans les bras de Gabriel, la lumière douce du matin filtrant à travers les rideaux de lin. Elle avait dormi sur son canapé, blottie contre lui, leur corps épousant naturellement la même courbe. Pour la première fois depuis des années, elle s'était endormie sans anxiété, sans cette liste mentale des choses à faire qui l'accompagnait habituellement. Gabriel dormait encore, ses traits détendus, une mèche de cheveux tombant sur son front. Céleste l'observa en silence, gravant dans sa mémoire chaque détail de ce visage qu'elle aimait déjà. Son téléphone vibra discrètement sur la table basse. Un message de sa patronne, réponse pour New York avant 17h aujourd'hui. Plus de délai possible. La réalité la rattrapa brutalement. Dans quelques heures, elle devrait choisir entre sa carrière et quoi, exactement? Une histoire d'amour naissante avec un homme qu'elle connaissait depuis une semaine. Gabriel ouvrit les yeux et sourit en la voyant. « Bonjour, belle au bois dormant. Bonjour, j'ai bien dormi. Moi aussi, ça faisait longtemps que je n'avais pas... » Il s'interrompit, son regard se posant sur le téléphone de Céleste qui affichait encore le message. « Des nouvelles du travail? Il faut que je donne ma réponse pour New York avant ce soir. » Gabriel se redressa, soudain tendu. « Et vous avez décidé, Gabriel, après cette nuit, comment pourrais-je partir ?» Elle vit quelque chose changer dans ses yeux, une lueur de panique, de culpabilité. « Céleste, il faut que je vous dise quelque chose. » Le ton de sa voix fit frissonner Céleste. Elle s'écarta légèrement de lui. « Quoi ?» Gabriel se leva, passa une main nerveuse dans ses cheveux et commença à faire les 100 pas dans le salon. « Je n'ai pas été complètement honnête avec vous. » « Comment ça? Le projet des écoles à Belleville. Il n'aura jamais lieu. Pas ici, en tout cas. » Céleste fronça les sourcils, ne comprenant pas où il voulait en venir. « Gabriel, expliquez-vous. J'ai accepté un poste, à Lisbonne, dans une agence d'architecture internationale. Je dois partir dans 2 semaines. » Le monde de Céleste s'arrêta net. Elle le regardait, incapable de traiter l'information. « Quoi? J'ai signé le contrat il y a 3 mois, avant de vous rencontrer. C'est l'opportunité de ma vie, Céleste. Diriger l'équipe européenne, travailler sur des projets d'envergure. Vous partez dans 2 semaines? Oui? Et vous ne me l'avez pas dit? » Gabriel cessa de marcher et lui fit face. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi une détermination qui glaça le sang de Céleste. « Comment aurais-je pu? Nous nous connaissons depuis 1 semaine. Je ne pouvais pas tout chambouler pour... » Pourquoi? Pour moi? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est exactement ce que vous venez de dire. Céleste se leva à son tour, la colère montant en elle comme une vague déferlante. « Hier soir, vous me parliez de construire quelque chose de vrai. Vous me disiez que je vous donnais envie de tout recommencer. C'est vrai, mais Céleste, soyez réaliste. » Réaliste? Et ça, c'est réaliste? Elle désigna l'espace entre eux, cette intimité qu'ils avaient construite et qui semblait soudain si fragile. « Vous m'avez laissé tomber amoureuse de vous en sachant que vous alliez partir. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne m'attendais pas à... » À quoi? À ce que ça devienne sérieux? Gabriel la regarda avec désespoir. « À ce que vous changiez ma vie en l'espace d'1 semaine. » Ces mots auraient dû la rassurer, mais ils ne firent qu'attiser sa colère. « Si je change vraiment votre vie, pourquoi vous partez quand même? » Parce que c'est compliqué.
j'ai des engagements, des responsabilités. Et moi, qu'est-ce que je suis dans tout ça? Un accident de parcours? Bien sûr que non. Alors pourquoi j'ai l'impression d'être la seule à prendre des risques ici? Le silence retomba, lourd et pesant. Dehors, Montmartre s'éveillait. Les volets s'ouvraient, les commerces levaient leurs rideaux. La vie normale reprenait ses droits. Mais dans l'appartement de Gabriel, 2 cœurs étaient en train de se briser. « Céleste, dit Gabriel d'une voix douce, venez avec moi. Pardon, venez à Lisbonne. Nous pourrions quoi? Jouer à la dinette dans une ville étrangère. Gabriel, j'ai une carrière, une vie ici. Une carrière qui vous rend malheureuse. Vous me l'avez dit vous-même. C'est ma carrière. Et au moins, moi, je ne fuis pas quand les choses deviennent importantes. » Gabriel accusa le coup. « Je ne fuis pas. »« Ah non? Alors expliquez-moi pourquoi vous n'avez rien dit avant que je ne tombe amoureuse de vous. Parce que j'espérais qu'il y aurait une solution. » « Quelle solution? Que l'amour arrangerait tout par magie? » Céleste prit son sac, ses mains tremblant de rage et de chagrin mêlés. « Vous savez quoi, Gabriel? Peut-être que New York n'est pas si mal que ça, finalement. » Céleste, attendez. Non, j'en ai assez d'attendre. Assez d'espérer que les hommes daignent me choisir. Elle se dirigea vers la porte, mais Gabriel lui attrapa le bras. « Je vous choisis. Sinon, pourquoi je vous aurais demandé de venir avec moi? » Céleste se retourna, les larmes aux yeux. « Vous ne me choisissez pas, Gabriel. Vous me proposez de vous suivre. Ce n'est pas la même chose. Alors que voulez-vous que je fasse? Que j'abandonne ma carrière? Que je refuse l'opportunité de ma vie? Je veux que vous ayez envie de me choisir sans que j'aie à tout sacrifier pour ça. » Les mots restèrent suspendus entre eux. Gabriel lâcha son bras, vaincu. « Je suis désolé, Céleste. Je suis désolé de vous avoir fait du mal. Moi aussi, Gabriel. Moi aussi. Je suis désolé. » Et sur ces mots, Céleste sortit de l'appartement, laissant derrière elle l'homme qu'elle aimait et l'espoir d'un bonheur qu'elle avait cru possible. Parfois, on croit prendre la bonne décision alors qu'on ne fait que fuir. 3 semaines plus tard, aéroport Charles de Gaulle, Céleste regardait par le hublot du Boeing 767 qui l'emmènerait vers New York dans 2 heures. Terminal 2E, Gate, A23. Autour d'elle, des passagers s'installaient, rangèrent leurs bagages, vérifièrent leur téléphone une dernière fois. Elle fixait la piste, incapable de réaliser qu'elle était vraiment en train de partir. Les dernières semaines avaient passé dans un flou douloureux. Elle avait accepté le poste new-yorkais le soir même de leur dispute, envoyant un email laconique à Madame Dubois. « J'accepte. Quand puis-je commencer ?» Les formalités étaient enchaînées. Visa, appartement, déménagement express. Ses collègues avaient organisé un pot de départ auquel elle avait assisté en pilote automatique, souriant quand il fallait, remerciant pour les cadeaux qu'elle ne regardait même pas. Thomas lui avait demandé ce dernier jour au bureau « Tu es sûre de ton choix, Céleste? Tu n'as pas l'air heureuse. Le bonheur, c'est surfait, » avait-elle répondu avec amertume. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Bon voyage, ma chérie. Nous sommes fiers de toi. » Fiers de quoi? D'avoir fui? D'avoir choisi la sécurité plutôt que l'amour? Céleste ferma les yeux et revit malgré elle le visage de Gabriel, ses yeux verts quand il lui avait dit qu'elle changeait sa vie, sa façon de la regarder au musée, ses mains dans les siennes. « Arrête, » se dit-elle, « il est probablement déjà à Lisbonne. Il a fait son choix. » L'hôtesse annonça la fermeture des portes. Dans quelques minutes, il serait trop tard pour reculer. Au même moment, aéroport de Lisbonne, Gabriel fixait son téléphone, assis dans le hall d'arrivée de l'aéroport Humberto Delgado. Son vol de Paris avait atterri il y a 1 heure, mais il n'arrivait pas à se résoudre à prendre le taxi qui l'emmènerait vers son nouvel appartement, sa nouvelle vie. Il avait tapé et effacé des dizaines de messages pour Céleste ces dernières semaines. « Je pense à vous. Effacé. Vous me manquez. Effacé. Pardonnez-moi. Effacé aussi. » À quoi bon? Elle avait dû partir pour New York. Elle avait dû commencer sa nouvelle vie, rencontrer de nouveaux collègues, découvrir une nouvelle ville. Elle avait sans doute déjà oublié le français stupide qui avait gâché leur histoire. Son nouveau patron, Eduardo Silva, l'avait appelé ce matin. « Gabriel, prêt pour votre première journée demain? L'équipe est impatiente de vous rencontrer. »« Oui, bien sûr, » avait-il menti. Comment expliquer qu'il avait l'impression de jouer dans un film qui n'était pas le sien, que chaque jour sans Céleste lui semblait vide de sens? Il pensait à sa mère, à leur dernière conversation téléphonique. « Tu n'as pas l'air heureux, mon chéri. »« Je vais très bien, maman. C'est l'opportunité de ma vie. L'opportunité de ta vie ou l'opportunité de fuir ta vie. » Sa mère avait toujours eu cette capacité à voir au-delà des apparences,
Gabriel regarda autour de lui. L'aéroport de Lisbonne était moderne, lumineux. Par les grandes baies vitrées, il apercevait la ville qui s'étendait sous le soleil portugais. C était beau, C était parfait, C était l'endroit le plus triste du monde. Ça, c'est Soapobik, New York. Même jour, 6 heures plus tard, Céleste émergea de l'aéroport JFK, assommé par le décalage horaire et l'agitation new-yorkaise. Les taxis jaunes klaxonnaient, les gens marchaient vite, parlaient fort. Tout était plus grand, plus bruyant, plus intense qu'à Paris. Son appartement de fonction se trouvait dans l'Upper East Side, un petit studio au 15e étage avec vue sur Central Park. C'était fonctionnel, moderne, impersonnel, parfait pour quelqu'un qui n'avait pas l'intention de s'attacher. Elle posa sa valise, regarda par la fenêtre l'immensité verte du parc. Au loin, les gratte-ciel scintillaient dans la lumière du soir américain. Des millions de gens vivaient leur vie dans cette fourmilière urbaine. Elle était l'une d'eux maintenant. Son téléphone sonna. « Thomas, Céleste, tu es bien arrivé ?»« Oui, très bien. C'est impressionnant. »« Et ton appartement ?»« Parfait. Vue sur Central Park. Tu as l'air bizarre. Ça va ? Juste fatigué. Le décalage horaire ? D'accord, repose-toi bien. Et Céleste ? Oui, il n'est jamais trop tard pour changer d'avis. » Elle raccrocha, troublée. Thomas savait-il quelque chose qu'elle ignorait? Lisbonne. Même soir, Gabriel déambulait dans les rues de l'Alfama, le quartier historique de Lisbonne. Les façades colorées, les petites ruelles pavées, l'odeur de sardines grillées qui s'échappait des restaurants, était pittoresque, authentique. Mais chaque coin de rue lui rappelait Paris. Chaque café lui rappelait leur première rencontre. Chaque couple qui se promenait main dans la main lui rappelait ce qu'il avait perdu. Il s'arrêta devant un petit restaurant familial où un couple âgé dînait en silence complice. L'homme tenait la main de sa femme par-dessus la table, et elle lui souriait avec une tendresse qui serrait le cœur de Gabriel. « Voilà ce que j'aurais pu avoir, » pensa-t-il, « si j'avais eu le courage de choisir l'amour plutôt que l'ambition. » Son téléphone vibra. Un message de Lucie, son amie parisienne. « Comment ça se passe? Tu nous manques déjà. » Il tapa sa réponse. « Très bien, Lisbonne est magnifique. » Mensonge. Lisbonne était peut-être magnifique, mais il était incapable de la voir. Tout ce qu'il voyait, était le visage de Céleste quand elle était sortie de son appartement. Cette douleur dans ses yeux, cette déception. Il remonta vers son appartement, un loft moderne dans le quartier de Chiado. Tout était neuf, design, fonctionnel, comme sa nouvelle vie, vide et fonctionnel. En ouvrant sa valise, il tomba sur la photo qu'il avait prise d'eux au musée d'Orsay. Un selfie spontané devant la nuit étoilée sur le Rhône. Céleste riait, ses yeux pétillaient de bonheur. Lui la regardait comme si elle était la 8e merveille du monde. Qu'est-ce que j'ai fait? À New York. Minuit, Céleste ne trouvait pas le sommeil. Par la fenêtre, New York ne dormait jamais. Les sirènes, les klaxons, la rumeur constante de la ville qui ne s'arrêtait jamais. Elle repensait à sa journée d'intégration. Ses nouveaux collègues étaient brillants, ambitieux, efficaces. Exactement ce qu'elle avait toujours voulu être. Mais quand il lui avait demandé pourquoi elle avait quitté Paris, elle n'avait pas su quoi répondre. « Pour ma carrière », avait-elle fini par dire. Mais était-ce vraiment pour sa carrière ou pour fuir un amour qui lui faisait trop peur? Elle prit son téléphone et, pour la 100e fois, commença à taper un message pour Gabriel. « Comment ça se passe à Lisbonne ?» Puis elle l'effaça. Quelque part, à des milliers de kilomètres, Gabriel faisait probablement la même chose. 2 cœurs brisés, 2 vies en fuite, et un océan d'orgueil entre eux. Il y a des moments où il faut tout risquer pour ne rien regretter. 2 mois plus tard, New York Céleste fixait son écran d'ordinateur sans voir les chiffres qui défilaient. Dehors, la neige tombait doucement sur Manhattan, transformant la ville en carte postale. Elle était assise dans son bureau du 42e étage de la tour Meridian International, avec une vue imprenable sur l'Empire State Building. 2 mois qu'elle était à New York, 2 mois de réunions, de projets ambitieux, de dîners networking. Sa patronne, Jessica Morrison, l'avait félicité la semaine dernière. « Excellent travail, Céleste. Vous avez l'étoffe d'une vraie New-Yorkaise. » Pourtant, chaque matin, Céleste se réveillait avec la même sensation de vide, comme si elle jouait le rôle de sa propre vie. Son téléphone vibra. Un message de sa mère. « Ton père et moi venons te voir le mois prochain. As-tu rencontré quelqu'un ?» Rencontrer quelqu'un. Les collègues l'avaient présenté à des hommes brillants, banquiers, avocats, consultants, des hommes parfaits sur le papier. Mais aucun ne lui donnait cette sensation d'être comprise, cette complicité naturelle qu'elle avait eue avec Gabriel.
Gabriel. 2 mois qu'elle n'avait pas prononcé son nom à voix haute. Mais il était là, dans chacune de ses pensées, dans chaque café qu'elle ne prenait plus, dans chaque musée qu'elle évitait. Elle consulta sa montre, 18h30. Autour d'elle, ses collègues partaient dîner, retrouver leur famille, leurs amis. Elle resterait encore 2 heures au bureau. Comme tous les soirs, son téléphone sonna. « Thomas, Céleste, comment va ma New-Yorkaise préférée? Ça va? Bien. Très bien même. Tu mens très mal, tu sais. Thomas, écoute, j'ai quelque chose à te dire. Quelque chose d'important. » Sa voix était inhabituelle, grave, presque solennelle. « Qu'est-ce qu'il y a? » « Je l'ai vu, Céleste. »« Qui? » ?»« Gabriel. Il est revenu à Paris. » Le cœur de Céleste s'arrêta de battre. Comment ça, revenu? Il a démissionné de son poste à Lisbonne. Il est rentré il y a 1 semaine. Mathieu me l'a dit. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas exactement. Mais Mathieu dit qu'il ne va pas bien, qu'il a l'air perdu. Céleste ferma les yeux, une douleur familière lui serrant la poitrine. Thomas, pourquoi tu me dis ça? Parce que toi non plus, tu ne vas pas bien. Parce que vous étiez faits l'un pour l'autre, et que vous êtes en train de gâcher quelque chose d'unique par orgueil. Ce n'est pas si simple. Si, Céleste, c'est exactement si simple. Tu l'aimes, Thomas? Tu l'aimes? Oui ou non? Les larmes montèrent aux yeux de Céleste. Oui, je l'aime. Alors rentre et bats-toi pour lui. Paris. Le même soir, minuit, Gabriel marchait le long de la Seine, emmitouflé dans son manteau. Il était rentré d'une soirée chez Lucie et Mathieu, qui avaient organisé un dîner de bienvenue pour célébrer son retour. Mais comment célébrer un échec? Car c'était bien d'un échec qu'il s'agissait. 2 mois à Lisbonne à essayer de se convaincre qu'il avait fait le bon choix. 2 mois à dessiner des bâtiments magnifiques en pensant à la femme qu'il avait laissée partir. 2 mois à réaliser que l'opportunité de sa vie était peut-être la plus grosse erreur de sa vie. Il s'arrêta devant le pont des Arts, là où tant de couples venaient accrocher leur cadenas d'amour. Ironique, son téléphone sonna. Sa mère. « Gabriel, tu es rentré de ton dîner? »« Oui, maman. Je marche un peu. Tu as l'air triste, mon chéri. Ça va. »« Gabriel, tu sais que tu peux tout me dire ?» Il s'appuya contre le parapet, regardant les lumières de Paris se refléter dans l'eau noire. « J'ai tout gâché, maman. Raconte-moi. » Et il raconta tout. Céleste, leur rencontre, leur amour naissant, sa lâcheté, sa fuite à Lisbonne, son retour piteux. « Tu l'aimes ?» demanda sa mère quand il eut terminé. « Plus que tout au monde. »« Alors qu'est-ce que tu attends ? » ?»« Maman, elle est à New York. Elle a refait sa vie. Elle ne voudra jamais me pardonner. Gabriel, écoute-moi bien. Ton père et moi, on s'est rencontrés quand j'avais 19 ans. Il était timide. Je sortais avec quelqu'un d'autre. On a perdu 5 ans à tourner autour du pot, à avoir peur, à faire comme si de rien n'était. Et alors, le jour où on a enfin eu le courage de se dire qu'on s'aimait, on s'est dit qu'on avait été des idiots de perdre tout ce temps. Ne fais pas la même erreur, mon fils. Gabriel ferma les yeux, sentant les larmes couler sur ses joues. Et si elle refuse de me voir? Au moins, tu auras essayé. Et si elle accepte, tu auras peut-être la chance de réparer ce qui compte vraiment. Après avoir raccroché, Gabriel resta longtemps sur le pont à réfléchir. Puis, brusquement, il prit sa décision. Il rentra chez lui en courant, alluma son ordinateur et chercha le premier vol pour New York. Il y en avait un demain matin, 7h30. Sans réfléchir, il réserva. Puis il prit son téléphone et tapa un message. « Céleste, je sais que je n'en ai pas le droit, mais j'arrive à New York demain. Pas pour vous demander de revenir, pas pour vous demander de changer de vie, juste pour vous dire ce que j'aurais dû vous dire il y a 2 mois. Si vous acceptez de me voir, je serai au Café Central, près de Central Park, à 15h. Si vous n'y êtes pas, je comprendrai. Gabriel. » Il fixa le message un long moment, puis l'envoya. Deuil New York. Le lendemain, 14h45. Céleste était assise dans le métro, ligne 6, direction Uptown. Dans 15 minutes, elle serait au Café Central. Ou pas. Elle avait reçu le message de Gabriel à 6h du matin, heure locale. Elle l'avait lu, relu, puis S était effondré en larmes sur le carrelage froid de sa salle de bain. Il venait. Il traversait l'océan pour elle. Toute la matinée, elle avait hésité. Y aller, ne pas y aller. Se préparer à être déçue, espérer être surprise. À midi, elle avait craqué et envoyé un email à sa patronne. Urgence familiale. Je dois partir plus tôt. Mensonge et vérité à la fois. Car Gabriel était devenu sa famille, même si elle avait mis du temps à le comprendre. Le métro s'arrêta à 59th Street.
Céleste descendit, le cœur battant. Elle portait sa robe bordeaux, celle qu'elle n'avait jamais osé mettre. Aujourd'hui, elle osait tout. Le café central était bondé, comme tous les après-midi new-yorkais. Céleste scruta la salle, cherchant une silhouette familière, et elle le vit. Gabriel était assis près de la fenêtre, exactement comme ce premier jour au Café Laurent. Il regardait dehors, nerveux, consultant sa montre toutes les 30 secondes. Il portait la même veste en cuir que le soir de leur dîner à Montmartre. Céleste s'approcha lentement, comme dans un rêve. Quand il la vit, son visage s'illumina d'un sourire mélangé de soulagement et d'émotion pure. « Vous êtes venu, dit-il en se levant. Vous êtes venu de Paris. J'aurais traversé le monde entier. » Ils se regardèrent un instant, 2 ans d'amour et de regret entre eux. « Gabriel, commença Céleste, mais il l'interrompit doucement. « Non, laissez-moi parler d'abord, s'il vous plaît. » Elle hocha la tête. « Céleste, j'ai été un lâche et un idiot. J'ai choisi la sécurité plutôt que l'amour, l'ambition plutôt que le bonheur, et ces 2 derniers mois ont été les plus vides de ma vie. Gabriel, je ne suis pas venu pour vous demander de tout quitter. Je sais que vous avez construit quelque chose ici. Je suis venu pour vous dire que si vous me donnez une seconde chance, je suis prêt à tout recommencer. Ici, à Paris, n'importe où, du moment que c'est avec vous. Et Lisbonne, j'ai démissionné. L'opportunité de ma vie, était vous. Et je l'ai laissé filer. » Les larmes coulèrent maintenant librement sur les joues de Céleste. « Et moi, Gabriel, qu'est-ce que je deviens dans tout ça? Vous devenez la femme que j'aime, celle que je veux épouser, celle avec qui je veux construire cette école à Belleville, élever des enfants, vieillir en regardant le coucher de soleil. » Céleste rit à travers ses larmes. « Vous me demandez en mariage dans un café new-yorkais? Je vous demande de me pardonner et de me laisser vous aimer comme vous méritez d'être aimé. » Pour toute réponse, Céleste se leva et l'embrassa. Un baiser qui goûtait les larmes, les regrets et surtout, la promesse d'un nouveau commencement. 2 ans plus tard, un matin de printemps à Paris, le soleil matinal filtrait à travers les rideaux de lin blanc, dessinant des motifs dorés sur le parquet ciré. Céleste ouvrit les yeux lentement, savourant ce moment suspendu entre le sommeil et l'éveil. À côté d'elle, Gabriel respirait paisiblement, une main posée sur son ventre arrondi. 6 mois. Dans 6 mois, leur enfant naîtrait. Elle caressa doucement la main de Gabriel, ce geste devenu si naturel qu'elle ne s'en rendait même plus compte. 2 ans qu'ils s'étaient retrouvés dans ce café new-yorkais. 2 ans de reconstruction, de pardon, de choix courageux. Après leur réconciliation, ils avaient repris le temps. Céleste avait honoré son contrat new-yorkais jusqu'au bout. Gabriel était resté 3 mois aux États-Unis pour l'accompagner. 3 mois à découvrir New York ensemble, à refaire connaissance, à poser les bases solides de leur histoire. Au printemps suivant, ils étaient rentrés à Paris. Céleste avait quitté Meridian Finance pour rejoindre une petite agence spécialisée dans l'habitat social. Moins de prestige, moins d'argent, mais infiniment plus de sens. Gabriel avait monté son propre cabinet d'architecture avec 2 associés, se concentrant sur des projets éducatifs et sociaux. Et aujourd'hui, enfin, l'école de Belleville sortait de terre. Gabriel se réveilla comme toujours quelques minutes après elle. Ses yeux verts se posèrent immédiatement sur son visage, puis sur son ventre. « Bonjour, mes amours », murmura-t-il en déposant un baiser sur son front, puis sur son ventre. « Bonjour », répondit-elle en souriant. « Tu as bien dormi ? J'ai rêvé de notre petite fille qui courait dans la cour de l'école. Comment sais-tu que c'est une fille ?»« Intuition masculine infaillible », sourit Gabriel. Ils se levèrent lentement, savourant ce rituel matinal dans leur appartement de Montmartre. Ils avaient acheté un 3 pièces rue des Martyrs, avec de hautes fenêtres et une petite terrasse donnant sur les toits parisiens. Rien de luxueux, mais un vrai foyer. Pendant que Gabriel préparait le petit déjeuner, Céleste regarda par la fenêtre de la cuisine. Au loin, elle apercevait les grues du chantier de l'école. Dans 3 mois, les premières classes ouvriraient. Des enfants du quartier découvriraient les salles de classe baignées de lumière que Gabriel avait imaginées. « Tu penses à quoi ?» demanda Gabriel, en posant une tasse de thé devant elle. « À nous, à tout ce chemin parcouru. Des regrets? Aucun, même pas nos erreurs. Elles nous ont menés ici. » Gabriel s'assit à côté d'elle, leurs mains se cherchant naturellement. « Céleste, dit-il soudain, si on retournait au Café Laurent ce matin, celui de notre première rencontre? Oui, j'ai envie de boire un café là où tout a commencé. » 1 heure plus tard, il poussait la porte du Café Laurent, rue de Rivoli. L'endroit avait peu changé. Même décor feutré, même percolateur qui sifflait,
même ambiance chaleureuse. Ils s'installèrent à la table près de la fenêtre, celle-là même où Céleste S. était assise en cherchant M. Beaumont. « Tu te souviens ?» dit Gabriel. « Tu étais essoufflé, tes cheveux étaient ébouriffés par la pluie, et tu parlais si vite que j'arrivais à peine à suivre. Et toi, tu m'écoutais avec ce petit sourire mystérieux. Je me demandais ce que tu pensais. Je pensais que J était en train de tomber amoureux d'une tornade. » Céleste rit, cette sonnerie cristalline qui n'avait pas changé. « Monsieur, madame, que puis-je vous servir ?» demanda le serveur. « 2 cafés, s'il vous plaît, » répondit Gabriel. « Et est-ce que Maurice travaille toujours ici ?»« Maurice ? Bien sûr, Maurice !» cria le serveur vers le comptoir. Un homme dans la soixantaine s'approcha, s'essuyant les mains sur son tablier. Il les regarda un instant, fronça les sourcils, puis son visage s'illumina. « Mais oui, le couple qui est était trompé de rendez-vous. Comment allez-vous » Gabriel et Céleste échangèrent un regard étonné. « Vous vous souvenez de nous ?»« Bien sûr, ça fait 2 ans, mais je me souviens. Vous aviez l'air si perdu, et puis si heureux de vous être trouvé. Et maintenant, regardez-vous, un bébé en route. » Maurice avait dit cela avec la fierté d'un grand-père. Céleste sentit les larmes lui monter aux yeux. « Vous savez quoi ?» ajouta Maurice en retournant vers le comptoir. « Ces cafés sont offerts par la maison. » Quand il fut parti, Gabriel prit la main de Céleste. « Tu pleures ?»« Hormones ?» mentit-elle en riant. « Ou émotion pure ?»« Ça aussi. » Ils restèrent là 1 heure, à regarder les passants, à se remémorer ce premier jour magique et chaotique. Puis Céleste regarda sa montre. « Il faut qu'on y aille. Rendez-vous avec l'architecte d'intérieur de l'école à 11 heures. » « Notre architecte d'intérieur, » corrigea Gabriel. « Madame Fontaine. » Céleste rougit. « Dans 3 semaines, ils se marieraient. » Une cérémonie simple à la mairie du 18e, suivie d'un déjeuner avec leurs proches dans un petit restaurant de Montmartre. Rien de grandiose, juste l'essentiel, leur famille, leurs amis et l'amour qui les unissait. En sortant du café, ils passèrent devant une librairie où trônait en vitrine un livre intitulé « Les plus belles rencontres de Paris ». Gabriel s'arrêta. « Tu crois qu'on pourrait écrire un livre sur nous? Et comment tu l'appellerais » Gabriel réfléchit un instant, puis sourit. « Le mauvais café, la bonne personne. » Céleste éclata de rire. « C'est parfait. » Ils remontèrent la rue de Rivoli, main dans la main, leurs pas parfaitement accordés. Autour d'eux, Paris continuait sa danse éternelle. Les terrasses se remplissaient, les pigeons voltigeaient, les amoureux s'embrassaient sur les ponts. En arrivant à Belleville, ils découvrirent l'avancement des travaux. Les murs de l'école S élevaient, les fenêtres étaient opposées, la cour prenait forme. Gabriel serra la main de Céleste. « Elle est belle, » murmura-t-elle. « Elle sera parfaite, comme nous. » Céleste posa sa main libre sur son ventre et ferma les yeux un instant. Dans quelques mois, leur enfant grandirait peut-être dans cette école que son père avait dessinée avec amour. Il ou elle jouerait dans cette cour baignée de soleil, apprendrait dans ces classes pensées pour l'épanouissement. Gabriel ? Oui, merci de m'avoir trouvé. Merci de vous être trompé de café. Ils se sourirent, complices, comme s'ils partagèrent le plus beau secret du monde. Et au fond, était exactement ça. Car parfois, les plus belles histoires d'amour commencent par une erreur. Parfois, il faut se perdre pour mieux se retrouver. Et parfois, quand on a le courage de choisir l'amour plutôt que la peur, la vie nous offre des happy endings qu'on n'osait même pas imaginer. Et vous, auriez-vous eu le courage d'aimer quelqu'un que le hasard avait mis sur votre route ? Qu'est-ce que cette histoire vous a appris sur vous-même ? Votre participation dans la chaîne est très importante. S'il vous plaît, laissez votre opinion dans les commentaires. Merci d'avoir regardé. Vos réactions sont très importantes pour notre travail. Laissez-nous un commentaire pour nous dire ce que vous pensez et d'où vous regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. Votre participation est très importante pour la poursuite de notre travail, alors partagez-la avec ceux qui aimeront cette histoire.